Nos invités sont ici pour partager leur savoir en toute simplicité, pédagogie, réflexion et amusement seront les maîtres mots de notre événement. Votre billet vous donne en outre un accès gratuit au lab dans la grande halle du Quai des Savoirs, juste à côté. Alors ce lab Futurapolis revient cette année pour encore plus de démonstrations sur 700 mètres carrés. Vous serez amené à toucher littéralement du doigt les dernières avancées technologiques avec entre autres un procédé innovant en matière de concentration à froid pour la fabrication alimentaire, une enceinte anti-obsolescence programmée, une impressionnante imprimante 3D qui pourra vous faire des tatouages ou un robot open source à l'origine des premières prothèses imprimées en 3D. Nous sommes enfin très attachés à vos réactions, à vos retours, à vos ressentis évidemment. Donc on a mis en place sur Twitter et sur Facebook le hashtag Futurapolis, alors n'hésitez pas à nous interpeller, à interpeller aussi les personnalités qui vont intervenir tout au long de ces 2 jours. D'ailleurs, je le rappelle, à l'issue des tables rondes, il y aura une séquence de questions-réponses. Vous levez votre petite main comme ça et on vous confiera des micros et vous pourrez poser vos questions. Allez, c'est parti, en route pour le futur. Merci encore à tous et à toutes d'être là. On est très heureux de vous accueillir et on démarre pied au plancher, prêt surtout à se faire disrupter, de découvrir si l'intelligence artificielle va nous supplanter ou si nous allons cohabiter avec elle dans un futur sans nuages. Merci de faire bon accueil à Iva Stankovic, qui est data scientist chez ISNCF, Stéphane Mallard, qui est évangéliste numérique, auteur du best-seller Disruption chez Duno, Tariq Krim, qui est entre autres fondateur de NateVibes, c'est l'un des pères du web français, et enfin Bertrand Serpe, maire adjoint de Toulouse et vice-président de Toulouse Métropole en charge du numérique. Mesdames, Messieurs, merci de me rejoindre sur scène. Alors on est très nouveau monde, on a essayé aussi de disrupter les micros. Vous verrez qu'à l'instar des chaises musicales, il y a moins de micros que d'intervenants. Donc good fight, ladies and gentlemen, je plaisante évidemment. On va essayer pendant cette table ronde de se projeter dans le futur. Vous allez voir que chacun de nos invités a sa propre vision de l'intelligence artificielle. Cette nouvelle technologie nous fascine autant qu'elle nous inquiète. Elle serait en train d'envahir tout notre quotidien. Et cela ne pourrait être qu'un début, mais n'ayez pas peur. On va commencer avec vous, Stéphane Mallard. Je vous ai présenté comme évangéliste digital. Alors pour vous, si on vous suit, si on lit, même pas besoin de lire entre les lignes dans votre livre, puisque tout est très explicite et très clair, l'intelligence artificielle va disrupter tous les aspects de la société, du business à l'éducation, en passant par la santé. Ou alors peut-être que j'emploie un mauvais temps, peut-être qu'on est déjà passé de l'autre côté. Stéphane Mallard. Alors, il y a peut-être un petit... ouais. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est mieux. Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis super heureux d'être avec vous pour parler d'IA. Alors oui, c'est vrai, c'est une banalité ce que je vais dire. Vous le savez tous, on le lit dans la presse tous les jours. L'intelligence artificielle, c'est plus de la science-fiction. Et ce qu'on vit en ce moment, c'est un changement de paradigme en informatique. Pour faire très simple, alors vous avez tous lu le deep learning, réseau de neurones, toutes ces choses-là. Pour faire très simple, ce qui se passe, c'est qu'on passe d'un paradigme où on programmait des machines avec des règles fixes, des logiciels qu'on a utilisés tous les jours, à des logiciels, des machines, des applications qu'on entraîne en les nourrissant avec des données pour atteindre des objectifs dont on dit relever de l'intelligence. La question, c'est qu'est-ce qui relève de l'intelligence? Et en fait, on est très arrogants les êtres humains, parce qu'en fait, chaque fois qu'une machine fait un truc qu'on disait relever de l'intelligence, on finit par dire bah, c'est pas de l'intelligence artificielle puisque la machine l'a fait. Ce qui est vrai, c'est qu'on utilise ces méthodes d'apprentissage, d'entraînement avec des données pour progressivement modéliser toutes nos fonctions cognitives, c'est-à-dire tout ce qu'on fait avec nos cerveaux, avec notre intelligence. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'on n'a pas les mêmes performances sur toutes ces fonctions cognitives. Vous avez tous vu la reconnaissance visuelle. On reconnaît des cancers aujourd'hui avec l'intelligence artificielle mieux que des médecins. On a des performances meilleures. Ce n'est pas encore le cas sur le traitement du langage. On a de la créativité artificielle. Ce n'est pas encore du Balzac, mais c'est le début. Donc, progressivement, puisqu'on utilise notre intelligence, notre raisonnement et donc nos fonctions cognitives absolument pour tout dans la société, dans l'économie, dans le travail, eh ben, on va progressivement ajouter, infuser de l'intelligence artificielle dans tout ce qu'on fait. Il faut simplement se dire que toutes les machines, les logiciels, les applications qu'on utilise aujourd'hui vont avoir des blocs, des couches d'intelligence artificielle à l'avenir qui vont progressivement, en gros, nous accompagner dans notre utilisation de la technologie, augmenter nos fonctions cognitives et ensuite, éventuellement, déceler nos intentions et aller plus loin que ce qu'on est capable de faire. On est au tout début de cette vague, mais elle est universelle.
Ivan Stankovic, vous qui avez les mains dans le cambouis à ISNCF, est-ce que dans l'état actuel de l'intelligence artificielle telle que vous la concevez, la modélisez, on en est où On en est à une situation de simple automation de données assez basiques qui n'ont aucun intérêt ou valeur ajoutée pour les humains, ou est-ce que les machines sont en train de prendre le pouvoir? C'est un peu grossier comme question. Oui. Bonjour à tous et merci. Je suis ravie aussi de participer à cette table ronde. Et effectivement, ce qu'on peut voir d'un jour à l'autre dans notre métier et spécialement dans les data science industriel, c'est qu'on est un peu loin de tout ça que vous avez évoqué tout à l'heure. Je suis confiante qu'on va y arriver, mais aujourd'hui, on reste sur l'automatisation des tâches assez spécialisées. Et oui, peut-être on a un début d'une créativité artificielle, mais je pense que c'est plutôt des enjeux à enlever dans le prochain siècle. Tariq Rim, vous êtes d'accord avec ce que dit Ivan Stankovic? On en est au balbutiement? Ou au contraire, il y a une lame de fond qui est en cours et tous les domaines vont être touchés, comme le pense Stéphane Mallard? Bonjour, déjà, merci de m'accueillir. Je suis ravi de revenir à Toulouse. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, au-delà des technologies, la technologie évolue. Elle a ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. On a appelé ça le big data, on a appelé ça sous d'autres formes. Plus généralement, on parle de transition numérique. Et quand on parle de transformation numérique, il faut comprendre ce que l'on veut dire par là. C'est que depuis 10 ans, peut-être 12 ans maintenant, je pose souvent la question, est-ce que quelqu'un se rappelle le monde informatique d'avant l'iPhone? C'était il y a 10 ans, 12 ans. C'est devenu quasiment impossible, c'est des souvenirs. On avait d'autres appareils. On avait des Minitel, Tariq. Il y avait eu aussi le Minitel, c'est vrai. Mais ça, c'est encore bien plus loin. Je pensais à, ne serait-ce qu'il y a 15 ans, quand on a démarré avant l'iPhone. Ce qui s'est passé dans les 5 dernières années, mais ça a commencé depuis 10 ans, c'est que 4 sociétés aux États-Unis ont compris, avant tout le monde, qu'en embauchant les bonnes personnes, qu'en disposant d'un outil de distribution unique sur lequel aucun acteur politique, régulateur n'avait de questions à poser, on allait pouvoir construire des géants d'une capacité et d'une puissance incroyable. Enfin, Tariq, est-ce que ce n'est pas l'œuf et la poule? C'est-à-dire ils ont voulu créer des systèmes clos avec des applications, un système fermé pour qu'on puisse acheter des applications. Ils n'ont pas pensé en se disant on s'affranchit de la tutelle des États et on monte nous-mêmes nos... Il y avait peut-être un peu de ça, mais ce qui est fascinant, c'est qu'on est passé de sociétés qui ont démarré dans des garages ou dans des dorm rooms à Harvard à des sociétés qui ont aujourd'hui des plateformes d'1 milliard d'utilisateurs, voire plus. Et donc, ce savoir-faire qui est unique, et qui est unique à Amazon, à Facebook, à Google et à Apple, un peu Microsoft aussi qui a bénéficié de ça, c'est un savoir-faire qui n'existe dans aucune autre entreprise. Et donc aujourd'hui, ou aucun autre État, même aujourd'hui les services de renseignement américains, que ce soit la NSA, la CIA, ont un problème, c'est que si la CIA demande à Amazon de faire son cloud, ça veut donc dire que désormais les talents sont là-bas, ils ne sont plus là. Donc il y a cette à la fois jalousie, ambition de vouloir aller dans le même... il faut qu'on fasse, donc vous entendez partout, il faut que nous soyons comme Google, comme Amazon, comme Facebook. L'État doit devenir une plateforme, donc utiliser ces techniques. Et pour moi, ce qui est important, c'est la question politique. Déjà, aujourd'hui, depuis 3 ans, si vous suivez l'actualité, ces technologies nous ont amenés au désastre. Si l'intelligence artificielle avait un avis, c'est qu'elle ne croit pas au changement climatique. Sinon, on n'aurait pas les présidents qu'on a aux États-Unis et au Brésil. Donc il y a aussi à la fois une avance technologique, mais cette technologie n'est pas maîtrisée, elle déraille. Et la question que je pose, c'est au moment où cette technologie déraille, et qu'on voit qu'elle déraille, elle déraille de manière assez claire, est-ce que l'on doit continuer ce travail de vouloir copier à tout prix des modèles qui ont été faits par ces sociétés? Et est-ce que, d'un point de vue politique, on souhaite que la vie au quotidien, indépendamment des technologies, parce que l'AI est une technologie parmi d'autres, quel est le projet politique? Dans quel monde veut-on vivre? Et dans quelle mesure l'informatique nous aide à aller dans cette direction ou pas?
Et c'est Bertrand Serp, en tant que politique, qui va y répondre. Je vous remercie beaucoup de votre invitation. Cher Tariq, j'ai bien écouté ce que tu as dit. Et effectivement, alors en tout cas, nous les politiques, je ne sais pas si à Toulouse on a le bon chemin, mais ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on fait de l'intelligence artificielle avec nos laboratoires de recherche, avec l'IRT, avec l'INRA, avec le CNES, le LAS, enfin bon, tout ce qui tourne autour de l'aéronautique et du spatial. L'intelligence artificielle est quelque chose d'assez connu à Toulouse, en tout cas par ce qu'on appelle les makers, et les chercheurs et les universitaires. Aujourd'hui, effectivement, on arrive à un stade où il y a une popularisation de l'intelligence artificielle parce qu'il y a un certain nombre de besoins et d'usages qui apparaissent et qu'on est en train aujourd'hui d'inventer la ville de demain, la Smart City, le futur dans nos villes. Et effectivement, les citoyens découvrent quelque chose qui finalement existe depuis quelques années, mais qui était plutôt reclus dans des laboratoires. Alors, politiquement, je trouve que c'est une avancée qui est évidemment extraordinaire. À Toulouse, on est la première ville, par exemple, à utiliser un chatbot qui s'appelle Violette, qui discute directement avec les utilisateurs, les citoyens, sur le site internet de la ville. Il y a eu plus de 60 000 connexions et 250 000 messages en quelques mois qui ont été effectivement collectés. Donc, ce sont des usages et des valeurs ajoutées certaines. Après, justement, par rapport à ce que tu disais concernant les GAFA et puis finalement l'omniprésence, on va dire, de deux blocs, les Américains et les Asiatiques avec les BATX, comment nous autres, les politiques, on va dire modestement des territoires, de Toulouse ou de l'Europe tout simplement, on peut arriver à gagner cette bataille finalement de l'intelligence artificielle et de nouvelles technologies. Je crois qu'effectivement, ça ne sert à rien d'aller courir après des Google ou des Facebook ou des moteurs de recherche ultra puissants, bien qu'on ait à Toulouse et en France un moteur de recherche qui s'appelle Quant, qui est très quand même très intéressant à regarder de près. Je pense qu'il faut inventer l'innovation et l'intelligence, grâce à l'intelligence artificielle, les besoins de demain, nous ici, sur le territoire, en Europe, en France, et c'est le but qu'on est, en tout cas, c'est assigné à Toulouse, puisqu'on a été notamment retenu récemment dans un projet qui s'appelle 3IA, à NITI, sur l'intelligence artificielle, un appel à projet national. On est 4 villes en France. Il y a Paris, on en parlera Nice, demain samedi. On en parlera demain. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est pour dire que Toulouse, en tout cas, Toulouse Métropole, a décidé d'investir à la fois politiquement, de s'investir politiquement, mais aussi avec la recherche, l'université, sur ces problématiques d'intelligence artificielle et d'inventer ensemble les nouveaux usages de demain. Stéphane Mallard, est-ce que vous pensez que l'Europe a toujours une carte à jouer ? C'est trop peu, trop tard? Est-ce qu'on pourrait jouer la carte d'une IA éthique par rapport aux anglo-saxons? Alors la question, c'est quelle sera la valeur de tout ça? L'IA éthique, je veux bien, mais si toute la valeur ajoutée, elle est sur la production, sur les usages, sur la capacité à traiter les données, et que ça se fait aux US et en Chine, qu'est-ce qui nous restera en valeur ajoutée, en business? La question, en fait, que ça pose, tout ça, c'est une question classique en économie qui n'a jamais été tranchée. C'est comment fait-on émerger un cluster d'excellence? Comment est-ce qu'on fait émerger une Silicon Valley, si c'est de la technologie, mais ça peut être autre chose, quelque part? On pense que c'est à la fois la capacité, avoir une grosse flexibilité à la fois sur le marché du travail, une capacité à attirer des talents, une capacité à avoir des clusters d'excellence académique autour. On pense que c'est un mélange de tout ça, mais finalement, c'est très difficile de savoir comment on fait émerger ça. Ce qu'il faut surtout, c'est pouvoir garder ses talents, pouvoir... Oui, parce que c'est vrai qu'en France, on forme de nombreux chercheuses et chercheurs en IA et qui vont tout de suite... Théorie du signal. Les meilleurs, forcément, ils ont les meilleurs clusters. Vous savez, c'est comme les startups ou les entreprises qui disent faire de l'intelligence artificielle. Il y a un moyen facile de savoir si elles ont des bonnes performances. C'est combien les GAFA vont essayer de mettre de dizaines ou de centaines de millions pour les racheter. Soit ils y arrivent, soit ils n'y arrivent pas, mais ça vous donne une idée de signal. Il faut toujours lire le signal, c'est comme ça qu'on arrive à voir. C'est vrai qu'il y a plein de Français qui sont excellents sur ces domaines, mais ils sont dans les labos privés américains des GAFA. Et ce qui arrive maintenant, vous savez, pour vous dire à quel point c'est inquiétant là-dessus, c'est que les Américains étaient très fiers de leur technologie, de leur Silicon Valley et de l'IA, mais maintenant ils commencent à s'inquiéter parce que sur ces 20 dernières années, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont copié les technologies de l'Occident. Sauf que ce qu'on n'a pas vu venir, c'est qu'il y a eu un effet d'apprentissage énorme.
ils sont capables aujourd'hui de créer des startups. Ils s'occupent de toute la chaîne de valeur, hein. C'est pas que le software, hein. Ils vont descendre dans la rue, hein. C'est ce que dit Kai Fu Lee dans son dernier bouquin. Et donc maintenant, les Américains ont très peur de l'arrivée des outils d'intelligence artificielle chinois parce qu'ils commencent à avoir de meilleures performances là-dessus. Et nous, on fait quoi en Europe? On regarde, on joue en 3e division. Il faut faire des choix. On forme des gens qui vont tout de suite partir chez eux. Il faut faire des choix. Est-ce qu'on veut rivaliser sur l'IA, ou est-ce qu'on considère que c'est trop tard, ou est-ce qu'on investit sur autre chose qu'on va pouvoir leur vendre? Vous savez, c'est une question de commerce international, hein, c'est du Ricardo tout ça. Il faut être relativement bon à produire quelque chose si vous voulez pouvoir le vendre à quelqu'un d'autre et acheter ce qu'il fait. Avec quoi on va acheter l'IA des Américains ou des Chinois si la nôtre n'est pas bonne et qu'on décide qu'on va pas rivaliser là-dessus? Peut-être le quantique, peut-être autre chose, on ne sait rien, mais c'est une question de commerce international aussi. Terry Krim. J'aurais peut-être le micro juste plus près de la bouche. Merci. J'aurais peut-être un petit point de désaccord et en même temps d'accord sur ce que tu disais. Je pense que de toute façon, on ne fera pas de Silicon Valley en Europe. Il faut qu'on arrête avec ce rêve. J'ai travaillé dans la Silicon Valley en France. On est sur des modèles de société différents. Encore une fois, je pense que la politique est essentielle. On ne parle plus de technologie. La technologie, c'est nouveau, c'est magique. Ensuite, c'est nouveau. Et ensuite, c'est tout le monde là. Donc, les cycles continuent. La question principale, c'est que fait-on avec la technologie? Et aujourd'hui, on a effectivement deux visions du monde qui s'affrontent. La vision chinoise, qui est une vision en fait, qui s'inscrit dans cette lignée de construire un système où l'ensemble de la population est gérée de manière électronique, surveillée en permanence. Quand vous arrivez à un feu rouge en Chine, vous avez la photo de tous les gens qui ont grillé un feu rouge. C'est la culture. Et quand votre crédit social n'est plus suffisamment bon, vous n'avez plus le droit de voyager, on peut vous refuser des voyages. La Silicon Valley a une vision très différente. C'est une vision qui est basée sur la performance. Quand vous regardez tous les outils qu'on a, grâce à ça, vous allez faire plus de choses, de plus en plus de choses, de plus en plus de choses. Vous allez avoir 0 email. Et évidemment, vu que le nombre d'emails que vous recevez tous les jours augmente régulièrement, en fait, on a créé une pression sociale pour devenir quasiment des machines. Et je pense que la vision européenne, qui est une vision aussi de ce qu'on appelait les démocraties sociales de l'Ouest, en tout cas à une certaine époque, quand le bloc soviétique existait, en tout cas en Europe, on a une vision du monde qui est différente, qui est fondamentalement différente. Prenez la nourriture. Aujourd'hui, pour moi, Google, c'est McDonald's. Prenez un Big Mac. Le Big Mac, c'est le même produit dans tous les pays du monde. Mais en France, vous utilisez de la viande française. En Chine, vous utilisez de la viande, alors c'est peut-être l'australienne parce qu'ils ne sont pas tellement confiance dans leur viande. Et la salade locale, des tomates locales. Google, c'est le même produit, exactement le même produit, utilisé par 1 milliard, voire un peu plus d'1 milliard de personnes. Ça veut dire qu'il y a plein d'additifs aussi dedans? Il y a absolument. On le digère mal. Tous ces outils sont faits pour créer de l'addiction. C'est-à-dire finalement, si on est collé à son téléphone, c'est pas parce qu'on est stupide ou c'est que les outils, et ça a été démontré, ont été pensés pour créer de l'addiction en permanence. Et quand on utilise en fait, parce que ce qu'il faut comprendre avec l'intelligence artificielle, c'est que d'ailleurs, j'aime pas ce terme, le machine learning, parce que je pense que l'intelligence artificielle, c'est encore ces termes un peu porte-manteau qui ne veut rien dire. Aujourd'hui, il y a cette idée qu'on va aller jusqu'au bout de toutes les choses que l'on cherche à faire. Si on veut suivre à la trace ce que vous faites, on va le faire du matin au soir, tout le temps. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que ça sert à quelque chose d'être surveillé, d'être analysé en permanence? On le voit aujourd'hui, la réalité de ce que l'on est en tant que personne. Parce que j'essaye de revenir un peu sur le sujet qui était demain tous idiots. Plus on délègue de l'intelligence à son appareil, plus en fait on considère que notre propre intelligence, l'intelligence humaine, va disparaître. Donc dans un monde parfait où tout est automatisé, tout est Vous avez le droit d'objecter, Stéphane. Oui. Hein, c'est l'argument de Descartes. C'est cette idée que notre aussi, intelligence disparaît et que l'on devient... D'ailleurs, quand je suis venu ici, j'ai débranché mon cerveau, j'ai allumé Google Maps et je suis arrivé en temps et en heure, exactement à l'heure d'ailleurs où la machine Donc il y a une question à la fois éthique, et je suis entièrement d'accord avec toi, je pense que l'IA éthique, c'est du pipeau. L'IA est un outil, de la même manière que la finance est un outil. On peut décider de vendre des produits dérivés pourris et arnaquer les gens, ce qui a été le cas aux États-Unis en 2008, où on peut faire de la finance responsable. Donc derrière les outils, il y a des gens, il y a des intentions.
Et donc la question qui se pose, c'est pas est-ce que la technologie est bien ou mal, c'est a-t-on confiance dans les gens qui les utilisent? Et donc ça pose aussi la question au niveau des États, a-t-on confiance dans les politiques et dans leur implémentation de la technologie? Alors on va demander à Eva Stankovic, est-ce qu'on a confiance en vous, Eva, quand vous développez, quand vous modélisez des IA? Il y a un biais évidemment, ou est-ce que vous considérez comme purement une technicienne et il y a une tâche à accomplir, à automatiser, à faire gagner du temps à d'autres humains? Vous ne remettez pas en cause le fait que de toute façon, il y a une subjectivité même quand on programme? J'aimerais bien évoquer une opinion qui était partagée avec moi. J'ai demandé à M. Glenn Edens, qui était là à l'aube en fait, de transformation digitale à Silicon Valley. Il était un des inventeurs de laptops portables qu'on connaît aujourd'hui. Et il a dit qu'aujourd'hui, avec les data scientists, en fait, par rapport à un développement classique, c'est ce qui a augmenté. C'est toujours de la programmation, c'est toujours du logiciel. Par contre, ce qui a changé, c'est que le biais qu'on peut émener en fait, dans l'implémentation. Et quand on dit l'IA éthique, c'est un terme qui existe bien, mais c'est plutôt par rapport à l'utilisation éthique d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'a pas une éthique, c'est un outil, c'est une technologie. La technologie ne saura pas faire une abstraction, est-ce que c'est éthique ou pas, c'est qu'elle a été programmée finalement à faire. Donc même si c'est les instructions claires ou c'est les instructions qu'elle a apprises par rapport à la donnée avec laquelle elle a été entraînée, elle ne saura pas faire une différence avec quel genre de biais, et c'est un biais statistique. Hein. On est d'accord que l'erreur de type 1 ou de type 2 qu'on a tous appris dans nos cours de statistique, il reste pareil. Donc la donnée avec laquelle on entraîne l'intelligence, c'est finalement l'intelligence qu'on va avoir finalement. Et j'aimerais bien évoquer aussi l'effet d'intelligence artificielle, ce que se répète en permanence depuis des années 50. Dès qu'on comprend comment ça marche, on dit que c'est pas de l'intelligence artificielle. Donc à l'époque, on a toujours fait ce qu'on fait aujourd'hui, la régression linéaire. On a dit, en fait, c'est juste une seule équation et on a estimé les paramètres. Et c'est pas de l'intelligence. Aujourd'hui, on nous l'a survendu alors. Survendu notre cerveau surtout. C'est pas une question de survente, c'est une question de compréhension et d'une base de médias qui aimerait bien que, on est en plein de transformation. Mais nous, on est en train de se faire disrupter, donc on invente des trucs pour vendre du papier. Yva, c'est normal. On survit, on a la tête hors de l'eau. Enfin bon, Stéphane Mallard pense qu'on est déjà sous l'eau, mais. Donc pour intéresser le grand public, on appelle ça intelligence artificielle. On dirait quoi? C'est la même chose, c'est toujours du code. Tariq? Juste profiter le terme intelligence artificielle est assez amusant. C'est une anecdote que racontent McCarthy et Marvin Minsky, les deux fondateurs. C'est qu'à l'époque, la science qu'on utilise, c'est la cybernétique. Norbert Wiener, qui est j'appuie sur le bouton de l'avion, le missile part. Voilà, on apprend l'automatisation. Enfin, déjà, cybernétique, c'est un beau terme. C'est un très beau terme. Mais en fait, personne ne voulait aller dans les conférences de Norbert Wiener parce qu'il ne l'aimait pas, il n'était pas très sympa avec les autres. Donc ils se sont dit, on va faire notre propre conférence dans notre coin, et donc on va utiliser un autre terme. Et à ce moment-là, le terme d'intelligence artificielle a été utilisé pour la fameuse première conférence. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce terme, on a éliminé tout l'aspect mécanique, tout l'aspect automatique, tout l'aspect mathématique de la discipline, et c'est vrai que ça devient quasiment de la magie, surtout que, il faut le dire, on a tous été fascinés par les films de science-fiction sur les questions, et donc ce qui est très drôle, c'est que quand vous regardez aujourd'hui les produits que sortent Google, ils sont entièrement inspirés de Star Trek, de toutes les séries que Larry et Sergey regardaient, qu'on regardait tous d'ailleurs quand on était jeunes, et que les Google Glass, que les iPads, que tous ces outils ont été en fait dans la science-fiction. Et ce qui pose d'ailleurs une question, c'est qu'on est en fait en train de recréer le monde dystopique que l'on a connu quand on était jeune, et ça devient une réalité. Quand vous lisez William Gibson, qui est l'un des pères fondateurs du mouvement cyberpunk, vous relisez Neuromancien, vous lisez Les mailles du réseau de Bruce Sterling,
c'est le monde dans lequel on vit avec Donald Trump, avec les sectes, avec les réseaux, avec les théories. C'est vraiment le monde on a en fait, d'une certaine manière, copié ou réalisé le monde qui avait été inventé dans la science-fiction des 20, 30, 40 dernières années. Est-ce que la science-fiction avait anticipé aussi le fait que on se pose des questions, on dit l'IA pour l'instant, donc il y a différents niveaux de... certains disent c'est les balbutiements, d'autres disent on y est, mais à terme, des angoisses sociétales sous-jacentes. Est-ce que l'IA va nous piquer nos boulots, nous dire pour qui voter, nous apprendre des choses biaisées parce que les gens qui ont écrit des algorithmes ont des biais et puis diront bah non, c'est pas de ma faute. Parce qu'on voit, malgré le fait qu'il y ait des scandales liés à Palantir, liés à Cambridge Analytica et le reste, il y a quelques vagues et puis finalement tout continue comme avant. Facebook n'a pas amendé ses pratiques. Qui veut réagir? Stéphane Malin. Ouais, mais en fait, il y a plein de trucs super intéressants. On pourrait faire 2 heures sur chaque sujet. Faisons 2 minutes. Alors, d'abord, moi, sur les scandales, je suis stupéfait. Parce qu'à chaque fois que la tech abuse, je me dis, bon, ça y est, c'est le scandale de trop, il va y avoir un backlash, les gens vont se retirer. C'est le syndrome mais Trump. Je me disais la même chose sur Volkswagen et compagnie. En fait, je suis stupéfait de voir que le seuil de tolérance des gens monte. Qu'est-ce qu'il faut pour que les gens se retirent de ces technologies, que notre historique de navigation Internet à tous se retrouve dans la nature, que ce soit notre dossier médical, enfin bref, le seuil monte. Et ça me surprend d'année en année. Ça, c'est très bizarre. Ensuite, sur les biais, en fait, il faut simplement dire là-dessus qu'il n'y a rien de nouveau. Même sans parler de technologie, les humains viennent avec ce qu'ils sont, qui sont leurs propres biais. Un fabricant de paires de ciseaux, il va commencer par faire une paire pour doigtier. Il va se dire, ah bah tiens, j'ai oublié les gauchers. Puis ensuite, il va le faire. Donc on les corrige en permanence. On est biaisé et on s'en rend compte avec ces algorithmes. Ce qui est stupéfiant aussi, c'est que, alors moi c'est l'une de mes convictions, c'est qu'avec ces algorithmes, on va faire progressivement réémerger tous les débats sur le libre arbitre, le déterminisme et toutes ces choses-là, parce qu'on se rend compte, ce que les publicitaires, les assureurs, beaucoup de sociologues et économistes savent depuis longtemps, c'est qu'on est beaucoup plus prévisible qu'on le pense. On est capable de déduire énormément de choses sur nous et de prévoir des choses sur nous qui vont nous déranger à l'avenir. Facebook est capable, vous avez tous vu les scandales dans la presse, à votre utilisation de Facebook, l'heure, la fréquence, le déplacement de la souris sur l'écran, de savoir pour qui vous allez voter, d'influencer le vote, de changer vos humeurs, de savoir si vous allez vous mettre en relation avec quelqu'un ou divorcer. On est extrêmement prévisible sur ces choses-là. Et ça va être le cas partout. À la manière dont vous sortez votre smartphone de votre poche, avec des algos d'intelligence artificielle, on peut vous identifier. Parce que vous avez un pattern, vous avez un schéma qui vous est propre. Vous voyez, on va de plus en plus faire réémerger ces débats. Ce qui va être terrible parce que nos institutions ne sont pas du tout prêtes à ça. Là, il y a Robert Sapolsky qui est neurobiologiste à Stanford. Si vous avez le temps de regarder son cours qui est passionnant, qui est en ligne, il disait récemment, on est en train de se rendre compte que tout ce qu'on a appelé libre arbitre, c'est simplement de la biologie qui n'a pas encore été découverte. Comment les populations vont réagir à ça? Les algorithmes vont massivement nous montrer ça. Et ce qui m'inquiète là-dessus, comment ça vous inquiète, Stéphane Malin? Alors, j'ai plusieurs inquiétudes, je vous en parlerai après. J'ai 2 inquiétudes. Première inquiétude, c'est encore une fois la théorie du signal. Lisez toujours le signal sur qui fait quoi, qui pense quoi. On lit tout avec le signal. C'est que les gens les plus intelligents de la planète aujourd'hui, malheureusement, je suis désolé, ils ne sont pas dans cette pièce. Comment? Non, je vous taquinais. Je vous assure. Alors, si on vous écoute, ils sont chez Google, ils sont chez Apple, ils font plus de politique. Ils sont plus dans les institutions politiques. On a des institutions qui, en termes de signal, n'attirent plus les gens qui ont des visions, qui sont ambitieux et surtout qui ont le cerveau de ces gens-là. Ça, c'est un vrai problème. Non, mais je caricature. Évidemment, c'est une gaussienne. Il y a des exceptions, évidemment, mais c'est une courbe en cloche, mais on va ce que vous voulez dire. Première grosse inquiétude. Il y a Yva qui réagira après aussi. Première grosse inquiétude. Après, ça ne veut pas dire que... tout le monde va réagir, Stéphane, comme d'habitude. Après, ça ne veut pas dire que la politique ne va pas évoluer vers d'autres institutions. Vous savez qu'on a tous ces sujets libertarianisme, toutes ces choses-là qui arrivent, fin de gouvernance des États, etc. Donc on peut aller là-dessus, ça se discute. Ma deuxième inquiétude, très rapidement, c'est qu'en fait, on a parlé un petit peu, on est des addictions de plus en plus prononcées à ces technologies. Tu as expliqué que les plateformes étaient créées pour nous rendre compulsifs, addictifs, c'est vrai, mais ça va être de pire en pire. Dites-vous qu'on va avoir des lunettes de réalité augmentée et virtuelle, donc on aura tout dans notre champ de vision. Après, ça va être des lentilles de contact. Ensuite, on aura peut-être, vous avez vu des puces dans le cerveau. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on finisse comme Matrix, qu'on finisse par vouloir vivre dans des réalités virtuelles. Parce que philosophiquement, si je vous propose la même vie que la vôtre, mais sans contrainte, mais dans un monde virtuel, exactement la même en termes d'expérience cérébrale, de phénoménologie, vous devez vous connecter à cette machine. Comment est-ce qu'on va faire pour résister à ça? Ça a l'air d'être une utopie, mais c'est pas vrai. On a des gens dans la Silicon Valley qui font des expériences en ce moment avec des drogues psychédéliques, où ils se disent, c'est le cas de Netflix, que le futur du divertissement, ça va être d'aller dans ces mondes drogués aux psychédéliques, sans danger, etc.
Demain, c'est Matrix, ce monde-là, si on y pense. D'accord, on va retourner les pieds sur C'est terre. ma deuxième inquiétude. Oui, avec Yva. Alors, les gens les plus intelligents ne sont pas que chez Google, chez Amazon et chez Microsoft. Vous avez oublié l'équipe Data Science et Data Engineering de ISNCF. Mes chers J'aurais dû collègues, le dire en premier. Ce que je voulais dire par rapport au discours qu'on attend aujourd'hui, il y a toujours un groupe qui dit, par exemple, je voudrais utiliser un exemple de début du 19e siècle en Angleterre, quand on a commencé à automatiser, qu'on a inventé un métier à tisser, il y avait plein de tricoteurs et plein de gens qui ont fait la manufacture qui étaient contre. C'est le mouvement qui s'appelle le ludisme. Et là, c'était le mouvement qui, ils ont fait le casseur de machines, en fait. Et aujourd'hui, il y a le même regroupement qui dit, oui, l'IA va disrupter nos vies, etc. Et par rapport à ce que vous disiez, Tariq, qu'on est extrêmement prévisible, oui. Si on ne boit pas, on va avoir soif. Si on ne mange pas, on va avoir faim. Si on ne crée pas les liens sociaux, on va être isolé. C'est des choses extrêmement prévisibles. Donc, il n'y a rien qui a changé. Par rapport à ce qu'on est... l'espionnage, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de médias bases. Finalement, c'est du big data. Finalement, une personne n'est pas, disons, traquée dans une manière plus que statistique, donc elle se perd un peu dans la masse, mais n'empêche pas qu'il faut prendre conscience quel genre de données on partage et avec qui. Et ce qui change aujourd'hui par rapport à des autres révolutions, disons, technologiques et industrielles, c'est qu'effectivement, on suit un peu des besoins commerciaux et on suit le confort des gens. Et pourquoi il n'y a pas cette résistance par rapport au scandale quand la technologie n'est pas utilisée à la fin, éthique? C'est le confort que la technologie nous donne aujourd'hui. Et par rapport à renoncer votre intelligence, est-ce que quand vous utilisez une voiture, vous renoncez vos pieds? Est-ce que quand vous utilisez l'électricité, vous renoncez, je ne sais pas, votre pouvoir de faire des choses mécaniquement? Pardon, désolé mon français. Mais je voudrais dire justement que la transformation, on aura du mal à l'arrêter, donc il faut l'accepter et il faut faire en sorte qu'on l'utilise le plus éthiquement possible. Et c'est pour ça que c'est important qu'on a des initiatives d'État qui n'a pas un intérêt commercial pour mettre en place une plateforme que la technologie soit utilisée éthiquement. Et c'est ça qu'on à la ISNCF, en fait, à chaque fois, déjà on est sur les cas d'usage très, très industriels, on est surtout sur les cas d'usage de maintenance, mais c'est une chose qu'on tient à cœur, on est là pour accompagner et on est là surtout pour aider. Donc, ce sont des cas d'usage qui sont assez éthiques, qui sont importants pour nous. Bertrand Serp. Oui, alors j'ai bien écouté tout ce qui a été dit. Et alors, je suis un peu surpris. Ouais, sur les politiques, je suis un peu surpris de ce que vous avez dit, parce que alors, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, dans la mesure où je pense justement que le problème, il est pris à l'envers. Ce n'est pas les sachants qui doivent nous imposer les politiques publiques. J'ai pas dit ça. Vous avez dit, c'est dommage que les politiques, les universitaires, les chercheurs ne soient plus les sachants, ceux qui savent, ne s'investissent pas en politique. J'ai pas dit ça. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai compris comme ça, parce que ça, c'est justement ce qui va nous amener à avoir un monde tel que personne, je pense, ne veut ici, tel que Matrix ou ce genre de vision de la vie. Justement, lorsqu'on parle des politiques publiques qui sont portées, quand on parle de tech for good, par exemple, technologie pour le bien. C'est de la démagogie. Pardon ? C'est de la démagogie quand on dit ça. C'est pas de la démagogie. Ah, si, parce que moi, j'ai pas d'intérêt électoraux, je vous dis c'est de la démagogie. J'aimerais bien qu'elle soit tech for good. Et justement, c'est une banalité, c'est nous les politiques qui devons prendre ce chemin-là. Qui est en désaccord avec ça. Parce que justement,
Justement, si on prend l'analyse des besoins des citoyens, ce que vraiment on veut de notre Ces monde de problèmes-là, ils demain, sont réglés par les GAFA. c'est comme ça qu'on doit prendre le problème. On ne doit pas se faire imposer des technologies par les GAFA ou les BATX. On ne veut pas créer, je suis d'accord avec toi, la Silicon Valley à Toulouse, en France, en Europe. Ce n'est pas le but. Par contre, on doit être à l'écoute et on doit analyser ce que nos citoyens veulent vivre demain, leur vie de demain. Et justement, les politiques, ils doivent être assez, comment dirais-je, ils doivent avoir une vision un peu en hauteur de tout ça, écouter les spécialistes, écouter les gens qui sont les sachants et porter les bonnes décisions pour représenter au plus près les citoyens. En tout cas, nous, ici, j'allais dire de façon territoriale, on le fait à Toulouse et c'est la démarche qu'on a mise en place. Parce que justement, si on ne veut pas se faire imposer des technologies qui demain régiront nos vies, feront en sorte qu'on deviendra des robots, justement, on doit pouvoir permettre d'avoir cette vision un peu différente. Et puis, je ne suis pas d'accord parce que l'intelligence artificielle, c'est pas non plus quelque chose d'horrible. Moi, je suis désolé. L'être humain, il est intelligent. Il est là pour créer, pour imaginer. Il n'est pas là forcément pour avoir faire des tâches répétitives. Quand vous répondez, je prenais l'exemple de mon chatbot tout à l'heure, quand vous répondez à une question derrière un guichet, je ne pense pas que forcément c'est très intéressant de répondre toujours la même chose à quelqu'un, à une dizaine de personnes qui viennent vous voir et vous demandent le même renseignement. C'est aussi bien d'avoir quelqu'un qui peut conseiller parce qu'il fait appel à son intelligence et sa créativité. Et puis, vous avez un robot ou un chatbot qui répond de façon mécanique à des choses qui sont triviales ou très simples. Moi, je crois que ça, c'est aussi une nouvelle façon de voir l'avenir, le travail, l'organisation de son temps et d'imaginer des humains demain plus intelligents parce que justement, il y aura l'intelligence artificielle à côté qui fera qu'il y a un certain nombre de tâches. C'est un peu comme la révolution industrielle du 19e siècle dont vous parlez. C'est ça l'avenir et ce n'est pas effectivement des technos que nous serons imposés par monsieur Facebook, monsieur Zuckerberg, monsieur, j'en sais rien, Elon Musk et compagnie. Moi, je ne suis pas pour ça en tout cas. Stéphane Mallard n'est pas d'accord, Iva Stankovic est d'accord, mais Tariq, vous souhaitiez réagir et ensuite il nous reste 4 minutes avant les questions. Question avec le public. Il y a deux en fait, j'aurais été d'accord avec ce que tu disais il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, je pense qu'on était au pic de cette hype où on pensait qu'on pouvait développer. C'est comme pour tout. Dans la vision du monde, il y a une vision pour les gens qui veulent vivre dans des hôtels 5 étoiles et la vie est simple. Parce que le monde est divisé en 3 aujourd'hui. Vous avez les super nomades qui voyagent dans le monde, qui ont la possibilité de bénéficier de ces technologies. Vous avez les sédentaires, les gens qui vivent dans les villes et qui souvent sont intéressés par les problèmes locaux. Et puis vous avez une masse importante de gens qui aujourd'hui, et qui va devenir de plus en plus importante, qui se déplace au gré des changements climatiques, politiques, géopolitiques, et qui n'a aucun contrôle réel sur sa vie. Et le problème aujourd'hui, c'est que dans la vision dystopique, on a toujours eu 2 visions qui sont opposées. Il y a la vision orwellienne, 1984, qui est un peu ce qui se passe aujourd'hui en Chine ou même un peu en Russie. Et vous avez la version Brave New World, j'oublie toujours le titre français, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où on accepte de rentrer dans ce monde. On se drogue, d'ailleurs c'est un monde où les gens sont drogués en permanence, et on a accepté avec Apple le fait que ce que l'on peut faire avec son téléphone ou avec son ordinateur a diminué. Et donc, je veux encore une fois revenir sur la question de l'intention. Il y a eu une intention de prendre le contrôle sur le monde, mais qu'aujourd'hui, l'exécution ça marche pour tout ce qui est consommation courante, mais dès qu'on sort de la consommation courante et qu'on veut utiliser ces technologies sur autre chose, la gestion de la politique, la gestion des conflits, regardez ce qu'a fait Facebook, ce qui se retrouve en Birmanie, maintenant probablement accusé devant la haute cour de justice pour avoir accéléré les massacres des Rohingyas, également au Sri Lanka, également en Inde, également au Brésil. Donc on se rend compte qu'en fait le monde réel et c'est pas facile à gérer, et que même si on implique des algorithmes et on met en place tous ces outils, ça ne fonctionne pas. Et pour la première fois, je pense que tu as raison, pendant longtemps, les scandales n'ont jamais... mais pour la première fois, on sent un changement, c'est qu'on se rend compte que les gens qui sont à la tête de ces entreprises
ont du mal. Il y a 5 ans, dans le livre d'Eric Schmidt, il disait nous allons remplacer les États. Interview du New York Times du patron de Google il y a 2 semaines. La technologie ne peut pas répondre à tous les problèmes du monde. C'est la première fois, hein, le patron de Google. Merci, Tariq. On va laisser juste 1 minute à Stéphane Mallard pour répondre. Et on va... Franchement, ça va être trop court. Évidemment, on m'entend ou pas? Évidemment, tout le monde est d'accord avec ce que vous avez dit. La technologie doit faire le bien, elle doit augmenter l'humain, l'améliorer, lui permettre d'être plus intelligent. Tout le monde est d'accord avec ça. Sauf qu'il y aura un moment où l'intelligence artificielle, même si elle doit augmenter l'humain, elle va être plus pertinente. Un humain qui conseille derrière un comptoir, qu'est-ce que vous faites le jour où l'algo est plus pertinent? C'est-à-dire que sa valeur ajoutée, c'est plus dans la pertinence. Mais c'est à vous de contrôler l'algo. Alors, c'est à vous de le contrôler, l'algorithme. Mais pourquoi de le contrôler? S'il est plus pertinent, c'est vous qui le rendez plus pertinent ou pas. C'est vous qui le rendez plus pertinent ou pas. C'est la l'humain qui le voiture rend est plus plus pertinente que vos pieds. Exactement. Mais là, ce que je voulais dire mais c'est juste l'application qu'il faut être contrôlé. Je suis d'accord avec vous et je voudrais juste finir par rapport à comment le marché du travail va être révolutionné demain. C'est le remplacement qu'on dit le white collar et blue collar jobs. Donc, ce sont effectivement l'administration, tous les travaux mécaniques qui restent aujourd'hui, qui peuvent être automatisés. Et ça va nous donner plus de temps pour faire des choses créatives avec notre vie. Et là, il faut mettre en place juste l'éducation et la rééducation. Et en fait, ce que je voudrais dire, pendant que les scientifiques entraînent les intelligences artificielles, il faut que nous entraînons les intelligences émotionnelles. Parce que c'est ça que le marché du travail va avoir besoin. Stéphane, vous êtes d'accord? Très très vite, j'ai 10 000 trucs à dire. Aujourd'hui, on vit dans une société où la connaissance, économiquement, je parle, ne vaut plus rien. Tout simplement, loi de l'offre en économie parce qu'elle est abondante. Ce qui a de la valeur, c'est le traitement de la connaissance, c'est l'expertise. Ça ne sert à rien d'avoir les données, la connaissance médicale en ligne, vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas la traiter. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est qu'on rend l'expertise, alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain, comme une commodité économique. C'est les experts, médecins, avocats, ce que vous voulez, qui entraînent les algos pour transférer leur expertise jusqu'à ce que l'algo détecte les cancers mieux que les médecins et ensuite, etc. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, évidemment. Ce qui reste, et là je te rejoins parfaitement, c'est les soft skills, c'est l'empathie, c'est l'humain. Vous irez plus chez le médecin pour le diagnostic médical, ce sera mieux fait par un algo et c'est bien mieux pour tout le monde, mais vous irez parce qu'il vous écoute, il vous rassure pour l'effet placebo, etc. Évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Évidemment, dans un deuxième temps, elles vont venir sur l'IA émotionnelle. Il y a des dangers de manipulation, des questions d'éthique, mais c'est dans une deuxième phase. Ma conviction, c'est que l'être humain est en train de perdre l'expertise économiquement, en termes de business model, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Et on va arrêter là, c'est le moment des questions. C'est le moment où ça commence vraiment à partir. Et dernier commentaire rapidement, parce que ça se fera au détriment des questions, malheureusement. Quand on promet 100, on a toujours 10, voire 1. C'est vrai. Le problème, c'est que ce serait vrai si on était dans un monde uniforme, où il n'y avait que la technologie. Mais on est dans un monde où il y a le changement climatique, la fin possible de la démocratie. On est donc sur un monde qui est empilé, qui est un monde complexe. Et le problème, c'est que la complexité de ce monde ne s'accorde pas avec cette vision d'optimisation. Malheureusement, ça ne marche pas. Dans l'absolu, c'est un très bon roman de SF. Dans la pratique, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, c'est le rôle du politique d'essayer de rendre la pratique la moins mauvaise possible. Mais ça, c'est pas toujours, effectivement, ça dépend des endroits, c'est pas toujours le cas. Mais voilà, c'était juste un point. On a des sujets comme le changement climatique qui vont considérablement impacter les besoins. On a besoin aujourd'hui d'ingénieurs, de spécialistes, de scientifiques. C'est ça dont on a besoin, pas de gens qui sont sur Netflix du matin au soir à regarder la télé. Si on veut répondre aux problèmes réels. Merci Tariq Krim. On va devoir prendre une seule question dans la salle. Est-ce qu'il y a une question? Oui, on va vous donner un micro. L'hôtesse va vous donner un micro. Désolé, mais on a privilégié aussi la qualité de la table. Bonjour, juste une remarque rapide par rapport au rôle de l'Europe. Le RGPD n'est pas quelque chose de très sexy, mais c'est un acte de souveraineté européen, puisque ce que vous n'avez pas tellement mis en lumière, c'est que toute l'IA actuelle, la déclinaison des années 2010 et suite, repose sur la collecte d'un gros volume de données pour produire de l'apprentissage statistique. Donc l'Europe a tout de même un rôle et a pris ses responsabilités au niveau politique, puisque désormais nos données en fait, sont notre propriété, qu'elles soient détenues en Chine, aux États-Unis ou ailleurs. Je prends pas ça. C'est plus un constat. Moi, je voulais répondre sur le travail.
C'est l'histoire du cloud souverain, en fait. Et puis, effectivement, l'Europe travaille beaucoup là-dessus. Et le RGPD, moi, je trouve que c'est une très bonne initiative parce que ça permet effectivement de réguler quelque part un petit peu toutes ces questions sur les données et l'utilisation des données. Et ça permet aussi, finalement, de créer de nouvelles connexions avec des plateformes complètement mondiales et finalement plus sécurisées. Et je crois que là-dessus, nous avons tout intérêt, nous, Européens, on va dire, à jouer aussi quelque part une partition un petit peu différente qui serait entre tout ce qu'on vient d'entendre et puis un monde apocalyptique tel qu'on pourrait nous le prévoir. En tout cas, moi je suis terriblement optimiste et je crois qu'il ne faut pas être fataliste. Et en tout cas, moi, vous voyez, un truc très simple, je vais peut-être terminer là-dessus. Ça fait des années qu'on nous bassine avec Facebook. Nous, les politiques, et tout un chacun ici utilise Facebook, je pense 80-90% de la population. Et puis moi, je suis toujours très étonné, les gens qui se plaignent parce qu'il y a une utilisation frauduleuse de leurs données sur Facebook. Mais attendez, ou une photo qui a été prise, alors mince, le recruteur l'a vue. Mais attendez, on maîtrise complètement sa communication. Moi, je n'ai jamais mis que sur Facebook que ce que je voulais bien donner. Donc, je n'ai bien donné de mes données personnelles que ce que je voulais bien montrer aux autres. Et à partir de là, chaque individu, chaque humain est quelque part... Alors, sauf celles qui peuvent déduire que vous n'avez pas donné. Ce que je disais avec Facebook. Oui. Il y a des choses que vous ne voulez pas qu'ils sachent, mais juste à votre usage, on peut le déduire. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est l'analyse prédictive des données. D'accord. Mais bon, non, ce sont les données grises. Je suis d'accord là-dessus. La discussion va se poursuivre ailleurs. Et je rappelle qu'à 12h15, nous avons une session dédiée à la data. Boris, je voulais juste me les permettre maîtres de la donnée. On va parler du RGPD entre autres. Une petite chose. La question qui a été posée sur l'Europe est essentielle. Nous avons des mais et de la manipulation et de l'influence, exactement. Absolument. Mais on a des élections, on a des élections européennes. Je ne suis pas là comme un algorithme pour vous dire pour qui voter, mais la seule chose que vous devriez voir, c'est qu'est-ce que vos élus européens ont à dire sur les GAFA. Pour l'instant, on n'entend jamais rien. Ce sujet n'existe nulle part. Aucun politique, il l'élude. Aujourd'hui, l'Europe est le seul rempart pour pouvoir avancer sur ces questions. Donc, ça serait bien d'envoyer là-bas les gens qui savent de quoi ils parlent ou des gens qui sont où ces gens-là? Ils sont où? C'est une vraie question. Merci, messieurs. On peut les applaudir. On peut applaudir tous nos invités. Je vous invite à rejoindre vos places.